Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation. Au sommaire de ce numéro, le grand format présenté par Bibi et le portrait de la semaine. Mais avant, nous recevons pour vous un homme qui très jeune a été obligé d'arrêter son cursus scolaire à cause de son état de santé, mais qui malgré toutes les difficultés a réussi à se faire une place dans le milieu de la restauration collective. Monsieur Tonian Amalaman-Léon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Vous rentrez dans la restauration à la fin des années 90. Vous connaissez un succès fulgurant et pourtant très jeune, vous arrêtez vos études et décidez de vous lancer dans la vie active. C'est bien cela. Racontez-nous donc le début de votre parcours. Ça nous oblige à rentrer dans des moments très difficiles. Pour la simple raison que déjà en troisième, je fais déjà un coma. Un coma parce que je suis un gros asthmatique à cette époque-là. Et je fais un coma, je reste à peu près une semaine dans le coma. Je ressors du coma, je replonge encore dans le coma 3 mois après. Et donc j'ai eu déjà une vie assez tourmentée et très difficile au niveau de la santé. Ça faisait que les cours n'étaient pas déjà très bien assimilés, bien suivis, puisqu'ils étaient du coup très étriqués. Et déjà là, prise de conscience, parce que je veux dire, l'état très fragile. On me diagnostiquait déjà une tumeur au cerveau. Et cette tumeur-là, déjà diagnostiquée à Abidjan, disait que je ne pouvais pas, j'allais sûrement pas atteindre les 25 ans. Et que, je pouvais bien vivre les derniers moments de ma vie. Exactement. Et donc, en tant que jeune, je me suis dit, déjà, et puis, sachez bien qu'on me l'avait dit directement. C'est-à-dire que sur mon lit d'hôpital, on me disait, écoute, jeune, tu n'auras pas plus de 25 ans. Déjà, ce n'était pas très encourageant. Alors, pas du tout. Parce que déjà, aussi jeune, à peine 16-17 ans, on me dit, écoute, tu ne vas pas vivre très longtemps, il faut qu'on te le dise. Donc, il faut prendre les choses en main et tout. Déjà, à cet âge-là, on est très révolté. Et sans compter les examens qui ont suivi, qui ont été vraiment difficiles à vivre. Et je suis resté paralysé pratiquement une année. Je suis resté à l'hôpital très longtemps. Et c'est quand je suis allé en France... Ça, c'était en classe de seconde? Oui, déjà. Non, déjà, quand je suis revenu au niveau de la troisième. D'accord. En troisième, j'avais déjà... Quand je suis revenu, c'était déjà un peu plus compliqué. Et quand je suis reparti, on m'a dit... Là-bas, on m'a diagnostiqué rien. Eh bien. On me dit, vous portez très bien. Mais déjà, le choc était déjà passé. C'était déjà passé parce qu'on se rend compte avec le temps. Et on devient beaucoup plus sage avec l'expérience. Et lorsqu'on se replonge ainsi, on voit un peu le parcours de l'homme et on se rend compte que le choc était déjà passé. J'étais déjà devenu beaucoup plus violent puisque j'étais très costaud. Oui. Très costaud. J'ai fait de l'arthéophilie parce qu'il fallait que je voulais me défendre. Et contre toute la terre, j'étais contre tout le monde d'ailleurs. J'aimais personne, je supportais personne. Mais pourquoi? C'était dû à quoi? Mais c'était déjà dû au fait que savoir déjà qu'on ne va pas vivre longtemps. Voilà, c'est ça. Et savoir que nos amis peuvent vivre plus longtemps. Vous en à la terre entière. Absolument. Absolument. Déjà, cette maladie qui me fatiguait, et régulièrement, c'était les mêmes problèmes, des problèmes d'articulation, c'était des crises de nerfs, c'est encore des comas. À chaque fois que je tombais malade, il fallait venir avec l'ambulance, me prendre, m'emmener à l'hôpital. Une fois, la dernière fois, c'était Dr Eyi Tayo qui avait diagnostiqué que, lui, il est bon pour les pompes funèbres. C'est pas possible. Et donc, on m'envoie, on me réanime. Au moment où on veut me faire partir, je reviens à la vie. Alors que vous étiez déclaré mort. Je suis déclaré mort. Donc, je reviens à la vie, c'est-à-dire que le cœur reprend. Donc, on va encore essayer. Ce jour-là, j'avais tous les professeurs, puisqu'on habitait les villas cadres, tous les professeurs du quartier, professeur Samba Diarra, tout le monde, père à son âme, tous sont venus. Pour voir. Voilà. Le ressusciter. Le ressusciter pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis, Dieu merci, j'ai pu reprendre. Et je suis resté quand même dans le coma quelques temps. Et juste après, je me suis réveillé. J'avoue que c'était des moments difficiles. Mine de rien, dans le coma, on voit beaucoup de choses. Et quand on voit ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu, on a
une autre conception de la vie. Alors vous sortez du coma Je et sors qu'est-ce du que coma, vous vous dites? je me dis, écoute, petit, il ne te reste pas grand-chose. Parce que je vais dire que même si on diagnostique que ça va mieux, mais que tu sens que ça ne va pas, c'est quand même mon corps. J'ai des séquelles, j'ai des problèmes lombaires, j'ai beaucoup de difficultés au Donc un niveau peu du au genou, ralenti quand même. très au ralenti, et des souffrances presque permanentes, des céphalées, mais je vais dire qui feraient tomber n'importe qui. Donc je dis, écoute, il ne me reste pas grand-chose. Petit, il faut que tu sois fort, il faut que tu puisses déjà te défendre. Parce que j'étais costaud et les autres, avant, quand j'étais beaucoup plus petit, je frappais tout le monde. Et donc, quand j'ai maigri, j'ai eu des problèmes. Mes amis commençaient aussi à me secouer. Et donc, sorti de tout ça, je dis, bon, écoute, je me suis musclé, j'ai forcé. Quand je suis redevenu costaud, j'en voulais à toute la terre. Donc, je me bats. J'avance, première, terminale, je vois mon père. Et puis, je rencontre une femme qui est devenue par la suite mon épouse. Et on a un enfant. Je veux dire que déjà au niveau en terminale, vous voyez je suis pressé de tout faire, hein, parce que je me dis bien qu'il ne me restera pas grand-chose, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et donc j'ai un enfant. J'ai un enfant et je me dis... Face à la dureté de la vie. Déjà, ce petit, il n'a pas demandé à venir et j'ai plutôt intérêt à lui laisser quelque chose. Parce que j'ai déjà très tôt estimé qu'on n'héritait pas du poste de son père. Mon père était magistrat, père à son âme, il est décédé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et je dis, je n'hériterai pas du poste de mon père et j'ai plutôt intérêt à me battre puisque je suis le 9e d'une fratrie de 11 enfants. Quand même. Et donc, quel que soit Alpha, si je devais hériter du poste de mon père, ce n'était pas pour maintenant. Et donc, il fallait que je me batte, il fallait que je travaille et que je réussisse. Pour vous faire vous-même. Pour me faire moi-même. Tout à fait. Pour le petit temps qui me restait. Et donc, je décide d'arrêter mes cours. Je dis à mon père, écoute papa, moi, je ne veux plus aller à l'école. Quelle a été la réaction de votre père? La réaction, il me dit, mais tu as bien réfléchi avant de dire ça? Je dis, oui, je suis fatigué, je ne veux plus à l'école. Il dit, ça, tu fais ce que tu veux. Donc, je vois ma mère, je lui dis, elle dit, mais vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire, mais si tu estimes... Bon, enfin, vas-y. Donc, en fait, j'attends. Mais ils se disent que c'est juste un coup de tête. Voilà, c'est ça qui va revenir à la raison. Il va revenir à la raison très rapidement. Entre-temps, mon ex-femme aujourd'hui, mais elle est enceinte. Il faut que je me batte. Il faut que le petit puisse naître dans de bonnes conditions. Alors, je commence à organiser déjà des maracanas. À cette manifestation, il y a eu vraiment du monde. Et ça m'a permis de gagner juste un peu d'argent déjà. Pour déjà payer les premières consultations et tout, les premières consultations, donc les premiers actes. Jusqu'à ce qu'il y ait l'accouchement, mon père s'en est chargé, il y a eu beaucoup de problèmes. Ça a envenimé même la situation entre lui et moi. Et donc j'ai dit, bon écoute maman, moi il me faut un camion. Je veux faire de la livraison, du ramassage de matériel et tout ça. Elle m'a dit, ça c'est complètement fou. T'es fils de magistrat, c'est la première chose qui t'intéresse? Je dis oui. Donc elle m'aide. J'avais eu un tout petit peu d'argent et ma mère me donne la différence. Avec mon frère, on achète un premier camion. C'est une fourgonnette Isuzu Cross, je me rappelle bien, je l'ai peinte en jaune. Jaune et gris. Vous ne deviez pas passer inaperçu. Alors pas du tout, c'était le but d'ailleurs de l'opération. Et donc je peins ce camion, ce fourgon en jaune et gris. Et puis ça y est, je me mets devant une structure de la place qui vendait des carreaux, une grande quincaillerie. Et donc je négocie et à partir de là, je suis chargé de transporter le matériel acheté par les clients de la quincaillerie. D'accord, ouais, de faire de la livraison. Absolument, de faire la livraison. Et donc je prends un apprenti et avec lui, on a commencé à faire de la livraison. Mais on ne gagnait pas grand-chose. On ne gagnait pas grand-chose, 7 000, 5 000, des fois pas du tout, des fois rien du tout. C'était pas facile. On commençait les affaires, le camion n'était pas en très bon état, ça ne fonctionnait pas bien jusqu'au jour où une personne vient me trouver et me propose de louer mon véhicule par jour. Il me dit, je suis intéressé par ton véhicule, je te donne 7 000 francs par jour, calcul vite fait, hein, 210 000 francs par mois, ça devient intéressant. C'est pour faire quoi? Il dit, c'est pour livrer, ça va travailler dans une boulangerie, livrer du pain. Je dis, ah ouais, livrer du pain. D'accord, moi j'ai le camion. C'est vrai que j'ai quand même l'instruction. Je continue quand même de lire et donc de m'instruire. Hein. Et
je dis, d'accord, je suis OK, on se donne rendez-vous. Mais je vais plutôt, puisque la quincaillerie, en question, n'était pas loin de la boulangerie. Donc, je vais à la boulangerie me renseigner. Je dis, bon, moi, j'ai un camion, qu'est-ce qu'on peut faire? Le monsieur me dit, ah oui, mais écoutez, si vous avez le camion, on peut le louer. On le loue déjà à 7 000 francs. On te met le carburant, on s'occupe éventuellement des petites réparations. Mais en plus, on peut te donner 25 francs par paire. Alors, pour faire un petit récapitulatif, à 20 ans seulement, vous décidez d'acheter un camion grâce à vos économies et le soutien de vos parents. C'est ça. Vous faites de la livraison, les déménagements, vous êtes vous-même le chauffeur, le livreur, donc avec un petit apprenti. Vous arrivez à gagner votre vie. Vous n'avez pas de gêne vis-à-vis de vos amis qui, eux, avaient continué leurs études dans de grandes écoles? Si, non, à cette époque-là, pas du tout. Mais à cette époque-là, déjà, vous voyez, j'étais issu déjà d'un milieu, je dirais modeste, mais je vais dire déjà que mon père était magistrat au cadre de ce pays. Et j'avais donc des amis qui étaient fils de ministre, fils de temps, et qui ne comprenaient pas mon attitude. Qui m'ont dit, mais attends, Tonia, mais enfin, Léon, t'as quel problème? Continue un peu les cours, vois le vieux, tu vas aller en France, tu vas continuer. Je dis, non, je ne veux pas, je veux me réaliser. Mais je savais vraiment ce que je voulais. Tout à fait. Et surtout qu'il y avait un bébé qui était arrivé. Absolument, et dont je m'en occupais. Il fallait subvenir aux besoins. Dont je m'occupais. Parce que régulièrement, c'est moi qui m'occupais de laver ses couches, je m'occupais de lui. Mais alors complètement. J'étais vraiment comme ça, nounou. Qui dormait pratiquement avec moi. D'accord. Alors, la livraison se passe très bien, vous gagnez de l'argent. Quelque temps après, vous décidez de chercher d'autres débouchés, toujours dans la livraison. Cette fois-ci, ce sera la distribution de pain. Absolument. Comme vous le disiez Donc, tout je à l'heure. boucle avec la boulangerie et je me pose la question. Et je me rends compte qu'avec 25 francs par pain, en fonction du volume de pain vendu, on gagnait beaucoup plus. Pas une quantité, oui. Oui, absolument. Parce que 25 francs pour un pain, ce n'est rien. Mais 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, intéressant. Ça commence à être intéressant. Donc je dis, bon, je vais mettre ça d'abord en veilleuse. Et puis, le jour où j'ai décidé de commencer à travailler, j'ai un ami, Var Jean-Paul, qui vient me voir et dit, écoute, on a une opportunité à Anguédédou, le transport du latex. Je dis, ah ouais? Il dit, mais on peut se faire 300 000 francs par jour. Je dis, ah ouais? Bon, donc on y va. J'ai vu tout de suite la patte du gain. Je dis, bon, écoute, on y va. Donc on va à Anguédédou. On travaille dans les forêts d'Anguédédou la nuit pour transporter, pour récupérer le latex dans des conditions vraiment chaotiques. Je dis que c'est vraiment Oui, en plus que vous êtes asthmatique. Je suis un gros asthmatique. Je sors il n'y a pas très longtemps encore de l'hôpital. Je me retrouve dans le latex, mais qui a une odeur insupportable. Insupportable. Déjà là, ça me fait suffoquer. En plus, mon camion, il fait un bruit pas possible. Il y a la fumée, il y a la poussière, mais tout est réuni pour que je me retrouve à l'hôpital. Donc, on fait le premier test. On se retrouve la nuit. 2 h du matin, il faut se lever, faire le tour des plantations, récupérer le latex et aller à Toupa. Donc, on sort de la forêt, c'est-à-dire des plantations de latex, avec des voies difficiles, et on doit se retrouver à Toupa avec un camion qui est tout en panne. Mon Dieu. C'est vrai qu'on gagne un peu d'argent, mais tout repart entre pour les soins et les réparations du véhicule. Tout à fait. Mais vous n'aviez pas peur la nuit sur la route? Non, j'étais vraiment très, très déterminé. Parce que je me dis, il faut savoir ce qu'on veut. Exact. Et puis, de toute façon, en fonction des objectifs que nous nous fixons, il y a des voies par lesquelles il faut passer. Parce qu'il faut voir chaque étape difficile comme étant une instruction. Moi, je voyais plutôt des classes que je me faisais. Comme une formation. Comme une formation. Donc, c'est cette formation-là que j'étais en train d'acquérir, progressivement, avec beaucoup de difficultés. Et donc, on a commencé, mais je n'ai pas pu tenir parce que mon état de santé ne me permettait pas de continuer. C'était insoutenable. C'était insoutenable pour moi. Le jour que je suis rentré, je suis tombé malade encore. Je suis resté près de 4 à 5 jours encore à l'hôpital. Je dis, ça, c'est pas fait pour moi. C'est intéressant, on gagne de l'argent, mais c'est pas fait pour moi. Et je me souviens de la livraison de pain. Je dis, bon, je vais plutôt trouver les grands ensembles, puisqu'il s'agit de livrer... Pour faire plus de quantité. Absolument. Et gagner plus d'argent. Il faut donc identifier les points où on peut livrer beaucoup de pain et gagner plus d'argent. C'est ainsi donc que je prends mon bâton de pèlerin et je vais me retrouver au CHU de Trècheville. Je vois M. Niambé Bernard, à qui je dis d'ailleurs beaucoup merci parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Et Niambé accepte mes livraisons.
Il me dit, d'accord, je suis prêt à ce que tu livres le pain chez toi, enfin chez moi. Mais avant ça, il faut négocier la boulangerie, avec la boulangerie. Je vais voir donc Madame Bois. Je vais négocier, c'est une de mes tantes. Je dis, tata, moi je vais livrer du pain. Elle me dit, il n'y a pas de problème, tu vas prendre le pain de ma boulangerie, tu livres et puis après tu payes. Et c'est comme ça donc je négocie avec le CHU Treichville, validé, je livre au CHU Treichville, je vais au CHU de Yopougon, je valide, M. Bokos accepte, je livre, et je vais à l'école de gendarmerie, je livre du pain, ça fonctionne bien, et après l'école l'école de gendarmerie, je me retrouve à l'école de police. Monsieur Tognon, avant de revenir sur votre parcours, je vous propose juste après la pub de suivre le grand format présenté par Bibi. Une touche délicate, une élégance affirmée. Toujours donner le meilleur de soi. Un engagement de fidélité. Une vision de rêve. Zdol, mon opticien. Coucou Corinne, coucou à tous nos téléspectateurs de Leitmotiv. Merci pour tous vos messages d'encouragement et de félicitations que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. Pour le grand format de cette semaine, nous sommes à la 5e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2015. Quelle est la place de l'architecte au sein de nos sociétés? Quel est l'intérêt des jeunes pour ce corps de métier? Quels sont les secrets pour être un bon architecte? Tout de suite, le grand format spécial Archibat 2015. Thanks God. On m'a dit laisse, c'est pas pour toi. La musique c'est pour ceux qui font cours à l'INSAC. Ça a été dur. Je suis jamais prêt. Je suis jamais prêt. Je suis jamais prêt. Je suis en compagnie de M. David Koulibaly, architecte. Dites-nous, comment on fait pour devenir un bon architecte? Quel est le secret d'un bon architecte? Déjà, pour être un bon architecte, il faut d'abord aimer l'art. Il faut également respecter les principes de l'art et faire une formation d'architecte, c'est-à-dire aller à l'école d'architecture, apprendre les rudiments de l'architecte et après, dans la vie de l'architecte, être passionné et vivre son art. Alors, je suis en compagnie de Mme Ruzi Bizarre, architecte. Alors, dites-nous, Madame, quelle est la place de l'architecte au sein de nos sociétés? L'architecture est un métier d'intérêt public. Donc, la société a besoin de l'architecte pour pouvoir concevoir, planifier, permet à la population d'avoir des espaces agréables de tout confort. Comment expliquez-vous qu'en 2015, qu'il y a encore des constructions qui se font sans l'aide de l'architecte? L'architecte est méconnu de la population. Je pense que si la population connaissait un peu mieux
notre métier, notre rôle dans la société, ils seraient plus à même à venir vers nous. Donc c'est bien dommage. J'espère qu'avec le salon Archibat, les choses changeront et elles commencent à changer petit à petit. Je suis en compagnie de M. Samba Diakité. Dites-moi, est-ce que le rôle de l'architecte est toujours respecté quand il faut allier le profit et le coût de production minime, notamment dans les logements sociaux? Dans la construction des logements socio-économiques, même dans toute construction déjà, on ne peut pas faire des logements sans passer par l'architecte. On voit que l'architecte joue un rôle important dans la construction de logements. Et étant donné que c'est des logements sociaux, bien vrai que c'est des logements à moins de coûts, il va falloir passer d'abord. Il va falloir que l'architecte, à son niveau, puisse établir déjà des plans, des dépôts, de telle sorte qu'on puisse avoir une bonne construction de la population ivoirienne. Qui est-ce que vous attendez, les femmes ou les hommes? Parce qu'on voit les appareils électroménagers ici et on pense que c'est les femmes qui sont à l'honneur. Mais est-ce que les hommes se manifestent? On attend plutôt les professionnels du métier de bouche, tout ce qui est hôtellerie, restauration, collectivité. Et ce secteur-là, c'est dédié aux femmes et aux hommes. Est-ce que les hommes viennent pour les... Tout à fait, les hommes viennent, les femmes, on a hommes et femmes, tout ce qui est métier de bouche. Et à la fin, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, on est satisfait d'être ici, on est satisfait du salon, ça se passe très bien. On a fait de belles rencontres, des professionnels du métier en architecture. On a eu des hôtels, ça se passe très bien, pour le moment ça va. On espère qu'il y aura plein d'hôtels sur la Côte d'Ivoire, on espère que le tourisme ira encore mieux qu'avant. Et on espère vraiment que nos hôtels pourront s'équiper de manière professionnelle avec la qualité, sachant qu'aujourd'hui il faut respecter les normes hôtelières, restauration, collectivité. Et puis voilà, il faut aussi penser que pour bien manger, il faut avoir une belle et bonne cuisine. Nous sommes en compagnie de Madame Cécile Yassine, décoratrice d'intérieur. Dites-nous pourquoi les Ivoiriens font de plus en plus attention à leur carte de vie. Alors en fait, je pense que la tendance est universelle. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de la décoration et c'est vrai qu'on a senti, particulièrement en Côte d'Ivoire, qu'avec le pouvoir d'achat qui a augmenté, les Ivoiriens font de plus en plus attention à leur intérieur. Il faut que ce soit plus agréable, il faut qu'il soit... C'est vrai que quand on rentre chez soi, on a besoin de se sentir bien. Et l'Ivoirien, c'est vrai, on sent qu'il a besoin de ça et qu'il est de plus en plus intéressé par son intérieur. Alors, je suis en compagnie de Monsieur Ismaël Boga Nguessan, organisateur d'Archibat. Est-ce que dans ces 5 années, vous avez senti un impact dans le domaine immobilier? En 5 ans d'Archibat, nous avons enregistré un impact réel dans le domaine de l'immobilier. Déjà, il y a l'édition précédente, la thématique était droit au logement. Donc on avait touché du doigt les besoins des Ivoiriens en matière de logement. Je pense que quelque part, on a influencé quand même une dynamique autour des logements sociaux, etc. Nous, on n'est pas des investisseurs directement, mais indirectement, les acteurs du marché se rendent bien compte qu'il y a une demande. Et cette demande, ils l'enregistrent à l'occasion d'Archibat. Et à partir de ça, toute une dynamique se met en œuvre. Parce que les retombées d'Archibat, c'est ça. C'est-à-dire faire évoluer l'état de l'art, faire évoluer les manières de construire, la beauté de la maison, l'aménagement, etc. Et puis à côté de ça aussi, faire évoluer l'offre de production de logements. Alors Corinne, c'est ici que s'arrête le grand format de cette semaine. J'espère que vous avez été éclairés sur le rôle de l'architecte dans notre société. Ce numéro du grand format a été réalisé par Jacques Junior pour Exclusive Media. De retour avec notre invité, M. Amalamon Tognon Léon, président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Alors, M. Tognon, les années se sont écoulées, vous avez agrandi votre entreprise, vous embauchez plus de 60 personnes, Oui. vous rachetez une boulangerie et vous rentrez de plein pied dans la restauration collective. Racontez-nous comment se passe cette étape de votre vie professionnelle. Ah oui. Alors, après avoir récupéré les différentes, avoir eu l'autorisation de livrer
le pain dans les différentes cantines, je suis rendu compte qu'effectivement, ça devait être un business assez intéressant. Quoique, soit dit en passant, avec ça, on faisait quand même pratiquement 1 500 000 francs par mois, sinon un peu plus. Et là, vous étiez à combien de pains? Ou dans des quantités quand même très importantes, autour de 10 000, 15 000 pains. Ah oui, c'était autre chose. Voilà, c'était vraiment des quantités très importantes. Des fois beaucoup plus, ça dépendait des moments. Donc c'était vraiment des chiffres assez intéressants. Et donc on a vu que ça devait être très intéressant. Je dis, mais écoutez, c'est quand même un business lucratif. Hein. Et j'aimais bien l'organisation. Et j'ai donc décidé quand même de prendre quelques petites formations à ce niveau-là, voir c'est quoi la restauration collective, quels sont vraiment les tenants et aboutissants de cette activité. Et je suis allé voir M. Niambé, qui est comme mon parrain au niveau de la restauration collective, à qui j'ai proposé, je lui ai dit, écoute, grand frère, je suis vraiment intéressé par la restauration collective, peux-tu m'aider? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Le premier contrat, je suis prêt à t'accompagner pour ton premier contrat. Wow. J'avais seulement que le petit déjeuner. Et donc, je n'apportais que le petit déjeuner en termes d'organisation. Le petit déjeuner fonctionnait, ça allait bien. On avait eu donc, mon frère m'avait aussi, entre-temps, étant donné que je faisais la livraison, j'ai gagné aussi un tout petit peu d'argent. Et j'ai aussi commencé à faire la vente de carreaux, parce que j'ai été aussi un moment vendeur de carreaux. Le docteur Loubaou qui m'a aidé, m'a donné le premier contrat dans sa résidence. Et donc, on a eu une belle livraison. Après, le second contrat avec M. Kwaonya Moutier qui m'a beaucoup aussi aidé et M. Léo Didi. Ceux-là nous ont vraiment aidés parce qu'on a eu de fortes quantités qu'on a livrées. Et là, je touchais déjà mes premiers millions. Monsieur Tognon, malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Mais nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs pour la suite et fin de notre émission la semaine prochaine. Que Dieu nous garde. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. J'avais en tout et pour tout un pantalon bleu, un pantalon bleu marine et une chemise bleu clair. Avec 5 paires de tennis de la même marque. Ça coûtait 2500 francs la quincaillerie, c'était pas trop compliqué à acheter. Et j'avais pour tenue, chemise, t-shirt, que des t-shirts de publicité. Donc je ne voulais pas dépenser. Je ne sortais pas, je ne me baladais pas. Donc quand même un assez bon gestionnaire. Ah non, je vissais vraiment la gestion. Je ne voulais pas dépenser parce que je m'étais donné un objectif. À 22 ans, 23 ans, il me fallait avoir ma première maison. Yeah.